Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Bonsoir à tous, ce soir on est avec Alain Benajam. Salut Alain. Salut. Bon, bah, Alain, et puis bonjour à l'Ukraine parce qu'on nous regarde de Kharkov. Donc, oui, alors il paraît qu'on nous regarde jusqu'à Kharkov. Donc, on salue nos amis ukrainiens. Une amie Twitter qui s'appelle Cybergirl et qui nous regarde de Kharkov. Alors, je la salue. Salut aux Ukrainiens qui nous regardent. Et, il a mis sur le banc de Saint-Georges, moi j'en ai plus, je les ai tous distribués. Et donc, mais nous sommes de tout cœur avec vous. D'ailleurs, une grande partie de l'émission sera consacrée à l'Ukraine. On va d'abord parler des élections européennes. D'abord, on va commencer avec l'actualité, on va dire, qui secoue le monde politique. Ça a des implications internationales également, puisque l'Union européenne est impliquée dans cette affaire et qu'elle est un enjeu entre les États-Unis qui voudraient couper les pays de l'Union européenne de la Russie, et la Russie, bien évidemment, qui aimerait raccrocher l'Union européenne et l'Europe à son marché eurasiatique, et qui serait évidemment dans l'intérêt des pays d'Europe, puisque l'Eurasie est un continent vierge à équiper et que tout s'y passe dans l'Eurasie. C'est la fameuse stratégie aussi de Zbigniew Brzezinski et son comment on appelle ça, il disait celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. C'est le fantasme des anglo-saxons depuis toujours. Rappelle-toi, on avait fait une émission sur l'impérialisme et sur ce qu'ils appellent le Earthland. Voilà. C'est ce qu'ils appellent l'île du monde, World Island. Et donc, par un atavisme séculaire, les anglo-saxons se doivent de mettre la main sur l'île du monde, et parce qu'ils voient bien que, évidemment, là il y a une zone qui est riche en matières premières, maintenant en industrie. Et puis on peut dire, est-ce que c'est un peu aussi le nœud pour le commerce, les transports, c'est un peu par là que tout passe en gros quand même. Alors, bien évidemment, pendant très très longtemps, les transports mondiaux se sont faits par la mer. Et donc les thalassocraties avaient vraiment le pouvoir sur le monde. D'abord la Grande-Bretagne, Britannia rules the waves. Oh Britannia, Britannia rules the waves. Tu vois, ils avaient le pouvoir sur les vagues et donc ils pouvaient contrôler le monde. Et après, les USA sont devenus également une thalassocratie avec leurs armadas de porte-avions et de navires en tout genre, avec lesquels ils peuvent assiéger l'Eurasie. On voit que il y a tout un entourage de bases militaires, et que à partir de là, ils se doivent, rappelle-toi, prendre pied dans ce qu'ils appellent eux le Rimland. Le Rimland, c'est-à-dire tous les pays qui sont au bord de l'Eurasie. Ça va donc de la Chine à l'Europe, de manière à pouvoir encercler l'Eurasie et mettre la main dessus. Donc ça, c'est leur truc depuis des siècles. Et ils vont s'attacher qu'à ça. Donc la mainmise sur l'Union européenne, c'est la mainmise sur le Rimland ouest, et que, évidemment, elle est faite, cette mainmise. Les pays de l'Europe de l'Ouest sont devenus des vassaux des États-Unis. Mais quand même, les pays d'Europe ont un développement industriel et économique autonome, bien qu'en déclin, et des pays comme l'Allemagne, ou dans une moindre mesure, mais également l'Italie, sont des pays producteurs énormément de biens industriels. Bon, la France, dans certaines spécialités, notamment dans les transports. Et donc, la collaboration
entre l'Europe occidentale et l'Eurasie qui commençait à se faire serait extrêmement fructueuse. Et donc, il s'agit pour les États-Unis de couper l'Europe occidentale de l'Eurasie et de pouvoir imposer leur grand marché transatlantique, pour lequel les Européens ne seraient plus que des croupions et attachés qu'à certaines tâches. La France deviendrait un pays musée pour le tourisme et que voilà. Donc cette rupture entre l'Europe occidentale, la Russie et la Chine, c'est pour les anglo-saxons, c'est-à-dire maintenant surtout pour les États-Unis, quelque chose d'éminemment stratégique. Voilà. Donc c'est pour ça que déjà depuis plusieurs dizaines d'années, ils ont mis en place l'Union européenne. On sait très bien que ce sont les services secrets américains et leurs marionnettes qui ont imposé cette Union européenne. C'est complètement artificiel. Voilà. Et qui l'ont imposé en faisant s'affaisser la souveraineté des nations. Donc, nous, en France, nous n'avons pratiquement plus aucune souveraineté. Nous n'avons plus que de tristes marionnettes qui ne font qu'obéir aux ordres. Mais bon, là, trop, ça commence à être trop, parce qu'on voit qu'il y a des frictions. Il y a l'affaire des navires porte-hélicoptères qui pose problème. Tu sais que... Oui, alors, pour rappeler l'affaire, donc la Russie a commandé des navires, le Mistral, c'est ça. Les Mistral, donc, qui sont des porte-hélicoptères, mais j'ai vu, c'était des navires très perfectionnés. Oui, alors, c'est des porte-hélicoptères, mais c'est des navires qui peuvent servir à beaucoup de choses. Voilà, on peut servir de pitot, et aussi... Débarquement de troupes, exactement, commando, machin, enfin, ils ont tout un... Des blindés... Voilà, des blindés, c'est complètement j'ai envie de dire, multimission. Multimission. Mais enfin, c'est un bâtiment qui est un bâtiment purement occidental, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui peut servir à un pays colonialiste. Ouais. Bon, c'est un bâtiment qui sert pour aller faire chier les nègres, excuse-moi du terme, mais c'est bien pour eux, ils pensent ça. C'était fait pour ça, pour aller débarquer un corps expéditionnaire en Afrique et puis aller casser les pieds, quoi. Rapide, Voilà. Emmener quelques légionnaires, quelques blindés, quelques trucs comme ça. Et donc, c'est typiquement un bâtiment de type colonialiste dont les Russes n'ont absolument pas besoin. Parce que ça ne rentre pas du tout dans leur stratégie militaire. Mais alors pourquoi ils en ont commandé deux Parce que ça a généré des rétrocommissions pour Medvedev et Sarkozy. C'est tout. Ça leur a payé leur campagne électorale. À l'un et à l'autre. Mais alors, est-ce qu'on peut... parce que, alors, en plus, j'ai vu que la Russie avait déjà payé, en plus, une partie... Oui, la Russie a payé, il y avait des contrats, la Russie a payé. Sauf que maintenant qu'on dit qu'on ne veut plus leur livrer, apparemment, ils ont les plans, ils peuvent finir les bateaux sans la France, c'est ça maintenant, la Russie dit, si vous voulez pas les livrer, vous les livrez pas, nous on s'en fout, vous nous rendez notre pognon, et puis vous nous rendez aussi ce qui est prévu en dédit dans le contrat, donc c'est avec une petite somme rondelette. Voilà. Mais eux, ça les arrangerait plutôt qu'on ne les livre pas, parce qu'ils n'en ont rien à faire de ces trucs-là. D'accord. Donc voilà. Alors les États-Unis disent, non, il ne faut pas les livrer, c'est dégueulasse, vous allez armer nos ennemis. Et donc, il ne faut pas les livrer. Et donc, la France serait marron dans cette affaire, quoi. Tu vois, complètement. Parce que comme d'habitude. Concrètement, c'est livré, qu'est-ce qu'on en a à faire évidemment, nous, il faut qu'on les livre. Qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Ils les ont commandés, Bien sûr qu'il faut les livrer. Et donc, là, il y aura une tension entre la France et les États-Unis, tant mieux. On va voir comment le Flamby, est-ce qu'il va vraiment se coucher ou est-ce qu'il va faire semblant de se révolter. Ça, on n'en sait rien. Mais pour la Russie, ça ne changera rien qu'il soit livré ou pas, quoi. Alors, elle n'en a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ça? On m'a fait part d'une intervention de Claude Guéant sur Europe 1. Qui en a appelé, alors c'est assez étrange, à justement s'en retourner, en tout cas de se placer du côté de Poutine et rejeter un peu les forces euro-atlantistes. Rejeter quoi? Les forces euro-atlantistes qui veulent asservir la France.
Alors on m'a envoyé ce texto, donc j'ai pas pu voir l'interview en question. Alors il y a des problèmes évidemment avec les patronats européens. Hein, on a vu qu'en Allemagne, le patronat n'était pas du tout prêt à engager des rétorsions contre la Russie, et que la presse de Springer qui est un homme très en vue dans le patronat allemand, a pu publier l'affaire des contracteurs en Ukraine. Hein, soi-disant que c'est le BND, les services secrets allemands qui lui auraient... Voilà. Donc ça, c'est une manière d'un peu de savonner la planche aux États-Unis. Et donc derrière, il y a la France avec l'affaire des Mistral. Donc il y a quand même une tension qui est en train de monter entre les milieux d'affaires français et la Russie. Au forum à Saint-Pétersbourg, les Allemands ont hésité, il y avait des Allemands de seconde zone, mais il y avait beaucoup d'industriels français qui étaient là et qui ont fait des affaires. Et donc les industriels français, ils en ont rien à foutre des sanctions. Franchement, un capitaliste, c'est un capitaliste. La politique, il n'en a rien à battre. Donc voilà, donc il y a des contradictions qui vont s'établir forcément entre les États-Unis et puis les industriels européens, français, allemands en particulier. D'accord. Alors pour revenir justement quand même aux élections européennes, parce qu'on a dit qu'on allait parler de ça au début, grande leçon, le Front National qui arrive en tête de cette élection, qui bat absolument tous les records, se présente comme le premier parti de France, d'ailleurs c'est comme ça. Non, il n'a battu aucun record. C'est comme ça. Alors justement, on va en parler. Vraiment, il a perdu des voix, donc il n'a pas battu de record. Alors on va en parler parce que tous les responsables, évidemment, au Front National, on les voit dans les médias et effectivement, ils sont en position de force en disant, voilà, nos idées sont plébiscitées, les Français en ont marre, les Français aussi. Alors ça, c'est un second bilan, mais on nous parle quand même de l'Union européenne. On nous dit les Français en ont marre de l'Union européenne. Il y a vraiment un débat sur les Britanniques aussi. Alors les Britanniques, le débat est ouvert sur l'Union européenne. Quand même. Depuis cette élection, on peut dire que ça a marqué au fer rouge, que ça y est, on peut dire. Alors c'est ça qui est important. Le pavé sur la table, quoi, si j'ose dire. C'est ça qui est important aussi pour les relations internationales, c'est que les peuples d'Europe sont de moins en moins chauds dans cette affaire. Les Français n'y ont jamais été très chauds. Faut dire ce qu'il y a. Le traité de Maastricht est passé un fil de cheveux. Ensuite, il y a eu le référendum avec le non. C'est passé au forceps. Et donc, il y a toujours eu une moitié de Français qui ne voulaient pas de cette Union européenne. Bon. Et donc, il a fallu les violer, ces pauvres Français. Et donc, il y en a un peu marre. Donc, ces élections européennes se passent toujours avec des taux d'abstention faramineux dans tous les pays d'Europe, parce que les gens ne voient pas pourquoi ils voteraient pour un truc, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, je n'ai pas voté. Pourquoi veux-tu voter pour un truc? Pour moi, je ne vote pas pour la tyrannie. Je sais voter pour la tyrannie de l'Union européenne. Donc, beaucoup de Français n'ont pas voté, plus de 60%. Et donc, non, c'est combien? 58? Alors, oui, apparemment, ça a quand même un petit peu baissé par rapport à l'année dernière. Oui, alors, on va voir pourquoi. Alors, tu vas me passer le camembert, là, c'est celui-là. Donc, déjà, on va voir la proportion réelle des uns et des autres. Voilà. Alors, donc, ici, on voit la réalité. La réalité de ce que représentent les gens. Parce que c'est bien beau. Donc, de toute façon, Steph, il met à l'image. Et on a des abstentions. Donc, déjà, la partie grise, c'est la plus grosse. Donc il faut voir, donc ça c'est tous les Français. Voilà. Bon. En noir, ce sont les non-inscrits, en gris, les abstentions, et donc on voit en bleu marine le Front National. Oui. Donc on voit comment que ça se répartit réellement
les choses, c'est-à-dire que l'ensemble, c'est tous les Français. Donc on voit bien que finalement, si le Front National est le parti qui recueille le plus de voix, c'est quand même une petite minorité des Français. Ouais. Voilà. Maintenant, on va regarder la vue, l'autre vue. Alors, celle-ci, là, voilà, tu vois, celle-ci, voilà. Là, c'est un peu la même chose, hein, mais on voit ceux qui sont grands, ceux qui sont petits. Alors attends, je vais lire la légende. Ce que représente réellement chacun en nombre de voix, en millions de Français sur 48 millions en âge de voter. Alors, voilà. Là, j'ai mis les nombres de voix, parce que quand tu vas regarder les résultats, tu as un mal de chien à trouver les nombres de voix. On te colle des pourcentages des suffrages exprimés. Tu sais rien en pourcentage des suffrages exprimés. Comment veux-tu faire une analyse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les nombres de voix des gens. Combien il y a de Français que je croise dans la rue qui ont voté pour l'un ou pour l'autre. Donc, pourcentage des suffrages exprimés ne donne absolument aucune explication. Alors, tout la journaloperie, elle fait des choux gras sur ces fameux pourcentages. Évidemment, ce n'est qu'un enfumage. Ouais. Un enfumage réel. Donc là, vous avez les nombres de voix de chacun en millions. Voilà, millions, vous avez les nombres de voix. Alors, vous avez d'abord un grand pic d'abstention, donc ça représenterait 25 millions de voix. 25,2 millions de voix pour l'abstention. 3 millions de non-inscrits à peu près. 3 millions et demi de non-inscrits. Puis je connais des non-inscrits qui sont très politisés, qui disent « moi je vois pas pourquoi j'irai voter pour des cons ». Donc il ne faut pas dire que les non-inscrits ou les abstentionnistes sont des gens qui ne sont pas politisés. Le plus souvent, ils sont extrêmement politisés. Voilà. Et puis donc le Front National fait 4 840 000 voix. Ça fait presque 5 millions de voix, on peut dire. Ouais. Presque 5 millions de voix. Et l'UMP 4 millions de voix. Voilà. Le PS 2,7, ça fait 3 millions de voix. Voilà. Le Modem 1,9, ça fait 2 millions de voix quand même. Les Verts 1,7, ça ferait 1 700 000 voix. Le Front de gauche 1,23, ça ferait 1 million ça, il y a un écroulement. 1 200 000. Alors, DLR fait presque 1 million de voix quand même. DLR fait 740 000 voix. DLR, c'est le seul parti qui augmente en nombre de voix dans ces élections. D'accord. Donc il n'y a qu'un parti qui peut dire j'ai gagné, c'est DLR. Les autres, ils ont tous perdu. D'accord, DLR, eux, ils ont vraiment progressé en nombre de voix. Eux, ils ont progressé en nombre de voix. D'accord. Alors là, tu vas me passer maintenant les pertes par parti. J'espère qu'elle va passer parce que des fois, celui-là me paraît un peu bizarre. Les pertes par parti. Non, il n'en veut pas. Ouais, je ne pourrais pas le mettre. On va l'avoir à l'antenne. Alors vas-y, on peut le commenter. Steph, il va le mettre. Parce que moi, je ne peux pas passer. Il va les mettre. Alors là, c'est les pertes. Alors, est-ce que ça s'appelle perte en millions de voix par parti entre les présidentielles et l'élection à l'Union européenne? Alors, donc, là, on voit que là-dedans, le Front National. Alors, il a gagné des voix, le Front National. Non, il perd. Non. J'ai pris le premier tour en référence le premier tour des présidentielles. Parce qu'il faut prendre en référence des proportionnelles nationales. Oui. Parce que si tu prends les municipales, si tu prends les autres, les législatives, tu vois, le Front National ne présentait pas des candidats partout. D'accord. Tu vois, donc tu peux rien savoir. C'est pas significatif. Il y a juste les présidentielles. Il y avait Marine Le Pen pour toute la France. Il y avait Flamby, il y avait Sarkozy. Donc là, tu peux comparer les présidentielles, le nombre de voix, c'est-à-dire la représentation nationale, combien un parti pèse, à un moment donné. C'est-à-dire, si on compare, si on compare bien, Marine Le Pen, là, tu nous as dit qu'elle avait fait, en fait, le Front National a fait 5 millions. Le Front National a perdu 1 million, mais moi, je vois 6,42, là, je crois. Ça, alors, Le Pen, Marine Le Pen avait 6 millions 42. Et elle a fait 5 millions. Elle a fait 4 millions 84. Donc, elle a perdu 1 million
580 000 voix. Qui ne sont pas allés voter pour le Front. Voilà. Bah oui. Alors attends, j'ai une autre fiche. Alors parce que ça c'est pas la bonne. Perte par parti, perte. Vu comme ça. Voilà. Alors ça, c'est la mieux. perte, hein, la fiche perte. Hein, ODG. Alors on voit que on l'a mis en pourcentage. Hein. Le Front National, entre Marine Le Pen et les élections européennes, a perdu 24,6% des voix. D'accord. Sur une perte... En nombre de voix, hein, on faut bien... Voilà, en nombre de voix. Hein. Sur une perte générale, hein, là je ne l'ai pas mis, mais sur une perte générale, il y a eu 62% de voix de perdus en pourcentage entre les présidentielles et les européennes. 62%. 62% de pertes en moyenne. D'accord. Hein, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas été votés. Oui, d'accord. Voilà. Donc il y en a 62% en moins. Donc j'ai voulu voir, moi, ceux qui étaient supérieurs à la moyenne, ceux qui étaient inférieurs à la moyenne. Parce qu'on dit, ah oui, mais tout le monde ne va pas voter aux européennes. Ouais. Hein, donc il y a une grosse abstention. Oui. Grosse abstention, mais c'est pas une abstention qui marche pour tout le monde. Tout le monde n'a pas perdu de la même façon. Ouais. Puisque sur 62% de votants en moins, il n'y en a que 24% en moins pour le Front National. Donc c'est eux qui ont quand même le moins de gens qui ne sont pas allés voter. Alors il y en a 50% en moins pour l'UNP, qui sont encore au-dessus de la moyenne nationale. Ouais. Hein, mais moins 73,7% pour le Parti Socialiste. Donc c'est là qu'il y a un effondrement. Ah bah la claque elle est pour le PS quand même dans cette affaire. Voilà. Moins 70%. Hein, eux ils sont en dessous de la moyenne et le Front de gauche est également en dessous de la moyenne, avec aussi, moins 69%. Grosse déception. Ouais. Voilà. Donc il faut voir ces élections en creux. Hein, il faut les voir en creux. Il faut les voir en inverse. Ouais. Non pas par ceux qui ont été votés, mais ceux qui n'ont pas été votés. Finalement, j'ai presque envie de dire, le Front National finalement se stabilise. Alors, le Front National conserve en gros ses électeurs, hein, dans un système de perte, les gens, alors aussi, les gens ont été votés, mais aussi, on s'aperçoit qu'à ces européennes-là, il y a eu plus de votants qu'aux européennes précédentes, par le seul fait que de l'inégalité des pertes, et par le seul fait que les électeurs du Front National ont été moins démobilisés que les autres. Tu vois, hein. Donc, comme eux, ils arrivent, hein, là, ils font moins 24,6% contre moins 62% de la moyenne. Donc, ils se maintiennent bien. Ouais. Donc, de ce fait-là, il y a eu moins d'abstention à ces élections, hein, en général, par rapport aux autres, du fait de la mobilisation particulière des électeurs du Front National. Voilà. C'est-à-dire que l'électeur du Front National, c'est quoi? Alors tu peux dire que l'électeur du Front National, il a deux caractéristiques. Tu peux dire que c'est un raciste islamophobe. Hein, aussi, il en reste. Tu es en train de te faire troller, j'ai même pas eu le temps de regarder. Non, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, mais il y en a qui restent comme ça. Et puis il y en a qui sont comme ça pour de vrai. Il y en a qui restent comme ça, c'est tout. Et puis, il y a un gros contingent de gens qui sont, mécontents, et de gens qui sont mécontents de l'Union européenne. Oui, et puis il y a aussi des patriotes là-dedans qui veulent recouvrer l'indépendance de la France. Oui, il y en a. Alors quelle est la proportion de tous ces gens-là? J'en sais rien. Peut-être qu'il y a de moins en moins de gros racistes beaufs maintenant que le Front National. On a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. La proportion de jeunes qui ont voté Front National était quand même assez conséquente. Certainement qu'il y a des gens qui là-dedans, puisque les jeunes ne regardent pas la télé. Et donc, comme la télé est quelque chose d'important, donc ils sont peut-être moins influencés par les médias, d'une part, et puis il y a aussi le fait que les médias sont de moins en moins crédibles. Ouais.
Donc il suffit que tu sois attaqué par les médias pour que tu tires ton épingle du jeu. On l'a bien vu avec l'affaire Dieudonné. Ouais. Hein, voilà, l'affaire Dieudonné-Valls, Valls, il a fait un gros flop, quoi. Ouais, Il a fait de la pub à Dieudonné, voilà, il a fait de la ouais. publicité. Et donc, il y a aussi cet aspect-là. Hein, voilà. Ouais. Donc il y a un côté très positif dans le vote Front National. Il n'y a pas qu'un aspect négatif. Il y a un Ah peu bah, de tu vois, tout, je t'avais de dit, toute tu te façon. fais troller sur le chat. Salut les gros racistes beaufs. Encore 5 minutes sur le FN et j'arrête. Mais il y a Ah là là. de tout dans ce parti. Mais oui, Ce il y a de parti tout, il y a de rassemble tout. de tout. Moi, j'ai des très bons potes au Front National. J'ai mon ami Grégory Génaro, qui est un type qui serait plutôt de gauche. Oui, que j'ai rencontré déjà et qui est très sympa, je dois dire. Oui, C'est le délégué de Marseille. Et puis voilà, et puis donc il y a des gens très très bien, mais il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Il y a de tout. Voilà. Donc Et il y a fois, des les gens ordures, elles sont qui pires ont ailleurs. des idées Bien pire. parfaitement contradictoires qui sont dans ce parti. Bien sûr. Ouais. Parfaitement contradictoires. Donc c'est leur problème. Voilà. Mais donc le fait que, in fine, finalement, le Front National fasse 25% des voix, c'est-à-dire le Front National fait 10% des Français, en gros. En gros, ça représente 10%. Ça quand tu viens dans la rue, ça représente un mec sur 10. D'accord. Hein, ça représente un mec sur 10. Mais des mecs qui ont voté PS, c'est un mec sur 20, quoi. Mais est-ce que tu penses pas quand même, et là on peut parler, les cartes sur table, que quand même bien qu'on peut effectivement débunker, tu vois, que l'analyse de ces chiffres et dire que ça démontre pas que les Français soient devenus d'immondes racistes, fascistes, mais est-ce que ça va pas quand même doper complètement Marine Le Pen pour la présidentielle, parce qu'elle va quand même se positionner en challenger, quoi qu'il arrive. Oui. Enfin, tu comprends ce que je veux dire dans l'analyse. Pour moi, là, s'il y a un challenger dans la course à la présidentielle, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen commence à devenir crédible. Oui. Elle commence à devenir crédible et elle doit faire attention. Là, moi, je l'ai engueulé sur mon blog l'autre jour à propos du false flag de Bruxelles. Ah, oui, d'accord. Ouais. Alors, tout le monde voit cette histoire du mec qui se fait arrêter, qui ouvre quasiment son sac, il dit au douanier « c'est moi, regardez, j'ai des Kalachnikov dans mon sac ». On le voit bien qu'il descend les deux agents du Mossad comme un professionnel. Et puis, Thierry Messant, il devait sortir un article sur ce mec-là, mais il est pris par les élections en Syrie. Oui, voilà, d'ailleurs, il ne sera pas là ce soir, parce qu'on m'a posé la question, il y a les élections en Syrie, donc il ne pouvait pas être, on vous en donnera plus d'infos. Bien qu'il vient de m'appeler, là, mais on n'y peut rien, on est parti. Bon, mais si tu veux, cette affaire de Bruxelles, c'est un truc à la rigolade, quoi. Ouais. C'est à la rigolade, tu vois. Hein, le mec il se fait piquer, il dit voilà je suis djihadiste, des prisons, les machins. Donc ça, ça pue l'affaire Mérin, quoi. Oui, parce que c'est toujours pareil, on arrête toujours des gens qui sont, comme par hasard, toujours mêlés à ce genre de services de renseignement, de réseaux très particuliers. Le mec, tu vois, il descend deux mecs et puis il garde les armes, il se trimballe avec. Enfin, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et donc, au lieu d'avoir des doutes et de mettre en cause la manipulation, Marine Le Pen est sciemment est rentrée dans le truc en fustigeant les djihadistes, les musulmans, le fascisme vert. Mais là, on ne dit pas les musulmans, elle a parlé du fascisme vert qu'à propos des djihadistes. Simplement, le terme de fascisme vert, malheureusement, c'est un terme qui a été inventé par Bernard-Henri Lévy. Alors tu vois que Marine Le Pen reprenant les termes de Bernard-Henri Lévy, ça la fout très très mal. Donc Marine Le Pen est très très malvenue d'avoir surréagi sur cette affaire. Surréagi, elle aurait mieux fait d'être un peu en retrait et ne pas se porter comme finalement islamophobe. Alors dans un deuxième temps, elle a un peu reculé, mais là c'est mauvais. Alors il faut faire attention
que en politique, tu perds plus vite un avantage que tu le gagnes. Et Parce que là, direct, voilà, on réagit, on me dit, ouais, Louis Alliot, sur Bruxelles, on a bien profité pour relancer la menace islamiste. Voilà, face à Audrey Pulvar. Voilà. Il me dit le FN plus mainstream que jamais. Parce que c'est vrai que quand ils font ça, qu'ils surfent sur la doxa, sur la grande idéologie, ils sont plus du tout, ils se positionnent plus du tout sur l'autre côté de l'échiquier, j'ai envie de dire. Ils sont dans la vague complètement. Ils sont dans la vague. Alors, il faut faire qu'ils fassent très attention parce que le Front National est vu par beaucoup de gens qui ont voté pour eux comme un parti anti-système et que si ils perdaient cette étiquette d'anti-système, il pourrait très bien le perdre avec une affaire comme ça. C'est désastreux, c'est se tirer une balle dans le pied du point de vue politique. Si elle m'écoute, je lui dis, Marine, fais gaffe, parce que tu devrais d'abord me prendre comme conseiller politique et ferais moins de conneries. Bon. Et il faut faire très très attention, parce que moi, si tu reprends le cas du Front de gauche, pourquoi le PS et le Front de gauche, ils se sont écroulés? Complètement effondrés. Je me rappelle, alors moins 73% pour le PS, moins 73%. Moins 69% pour alors on voit par le PS, qu'un parti peut très bien s'effondrer quasiment du jour au lendemain. Ouais. Si ces électeurs voient qu'ils se sont fait avoir, c'est le cas des électeurs socialistes, si l'action du parti ne correspond pas du tout à ce pourquoi les gens ont voté pour lui. Parce que clairement, le PS qui s'est laminé sur cette affaire, les gens ont voté Hollande, mais vraiment, ils ont déjà voté Hollande contre Sarkozy. Ils ont viré Sarkozy. Mais en fait, qui voulait se taper Hollande vraiment au fond? Voilà. Au fond. Et puis là, ils sont aperçus qu'ils se sont fait avoir. Et en plus, il les a bluffés. Voilà. Alors, le PS, c'est pas aussi démonstratif que le Front de gauche. Oui, alors le Front de gauche est absolument démonstratif. Voilà un parti qui se présente comme un parti anti-système, on va tout casser, nous on est rouge, voilà, et puis finalement il n'est rien du tout, il est rosâtre, finalement il est pour une autre Europe, finalement tous ceux qui sortent de l'euro sont maréchalistes, etc. Voilà, dans la critique. Sa critique de l'impérialisme est très douce. On voit les positions de Mélenchon en Libye. Il dit l'autre c'est un dictateur. En Syrie c'est pareil. Tu vois, il a du mal à choisir son camp. En Ukraine, il dit les gens de Maïden se sont fait voler leur révolution. Tu crois qu'il y a eu une révolution à Maïden? C'est un mec qui comprend rien. Toi, il est lourdé, il comprend rien à la politique. Il fait exprès d'enfumer les champs. Parce que moi Mélenchon, je le trouve... Entre la connerie et puis... il est intelligent, Mélenchon. Parce qu'à chaque fois... Parce que tu sais, à chaque fois... C'est un ancien trotskiste, alors déjà, mais il a du mal à comprendre les choses. Mais à chaque fois, tu vois, cette position-là dont tu parles, c'est un peu ce qu'il adopte sur les guerres de l'OTAN, c'est-à-dire, il se positionne comme un dissident, comme si je tape dessus, mais toujours après. Et c'est ça qui est malin de sa part, parce que, par exemple, sur la Libye, il était pour dégommer Kadhafi, puis quand il voyait que le vent a tourné, que tout le monde commençait à dire cette opération ça va pas, il commençait à dire oui, mais bon, on est parti en Libye, c'était une erreur, machin. Et à chaque fois, il a ça, voilà. Là, déjà, Mélenchon ne comprend rien à la politique. Tu peux dire, c'est tout de suite. C'est clair, c'est une constante, il ne comprend rien, il ne comprend rien en rapport de force à l'échelle mondiale, il ne sait pas ce que c'est que l'impérialisme, c'est quelque chose qu'il analyse mal. Écoute, j'ai l'impression quand même qu'il fait Mélenchon, parce que pour avoir eu des petits offs de Mélenchon, il sait très bien ce qui se passe. Je t'assure qu'il a un jeu devant les caméras de ne pas informer les gens sur certaines choses. Il le fait exprès. Alors s'il le fait exprès, c'est encore pire. Voilà. Donc là, qu'il le fasse exprès, qu'il soit con ou que ce soit un traître, on ne sait pas. En tout cas, ses électeurs s'en sont aperçus. Voilà. Tu crois pas que c'est justement que du point de vue de l'électorat, parce que finalement la base militante Front National, la base militante Front de gauche, c'est à peu près, c'est envie de dire la même. Bien sûr. Le programme. Tu peux passer d'un à l'autre, du Front National Front. Tout à fait. Tu sais, moi, je me rappelle, petite anecdote, j'ai vu, il y avait un débat avec Lamassoure sur l'Europe et Marine Le Pen,
Et à la fin, Marine Le Pen, elle lui fait évidemment tout un speech sur tu vois, le côté social, etc. Et Lamassoure, tout ce qu'il trouve à lui dire, il était quand même bluffé. Il lui dit, je suis venu débattre avec Marine Le Pen, je savais pas que j'allais débattre avec Mélenchon. Parce que clairement, le Front National, ils ont le même discours social. Ils ont un discours qui est très proche. Très proche. Absolument. Et la seule différence, c'est pas un discours qui est très proche. À part sur l'immigration. C'est quand tu vois dans les sondages que les gens qui votent Front National et les gens qui votent Front de gauche, tu vois qu'ils ont des pensées qui sont similaires. Voilà. Sauf qu'ils veulent pas l'admettre parce que c'est quoi? Il y a le tabou de l'immigration entre les deux en fait. C'est ça la seule différence, soyons clairs. Ouais. C'est l'immigration. À part ce sujet. Mais en fait, ils se différencient sur des problèmes sociétaux. Ouais. Ces problèmes sociétaux qui sont bien là mis en avant pour diviser la société. Ouais. C'est l'histoire du mariage gay et du théorie du genre et toutes ces conneries qui ont été inventées par les États-Unis, par les services américains pour diviser les gens. Ouais, parce que là, pour le coup, t'as fait raison, ça marche. C'est que sur ces problèmes-là, parce que finalement, sur l'Union européenne, ils en font le même constat, et j'ai envie de dire, ils en ont les mêmes aspirations, parce que au fond de gauche, bazarder l'euro quand on demande aux militants. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ne sont pas attachés particulièrement à l'euro. Bien sûr. Tu sais, là, juste après, j'ai appelé 2 personnes. J'ai appelé mon ami Grégory Généraux, qui est au Front National. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai appelé mon ami Ariane Walter. Salut Ariane. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en pense. C'est le type du Front National qui me semblait le plus à gauche. Ouais. En gros. Mais j'aurais pu décalquer quasiment leurs interventions. Leur analyse, elle était similaire. Voilà. Et donc, l'analyse d'Ariane Walter, elle a fait d'ailleurs un article dans Agoravox. C'est-à-dire, c'est le décalage qu'il y a entre le discours de Mélenchon et puis ses électeurs, quoi. Ouais. Il est plus en phase avec ses électeurs. Donc là, il y a une déconnexion. Voilà, il y a une déconnexion complète du Front de gauche avec ses électeurs, alors que Marine Le Pen arrive à coller à ses électeurs. Mais peut-être, est-ce qu'il y a justement on va dire ce décrochage un peu de Mélenchon entre Mélenchon et ses électeurs? Ça vient du fait que les électeurs du Front de gauche, on peut imaginer beaucoup de jeunes aussi, de gauche altermondialistes, qui sont tous très informés aussi par Internet et qui ressentent de plus en plus ce décalage dans le discours de Mélenchon. Absolument. Et que ça suit pas, quoi, entre comme on dit, les paroles et les actes. Là, pour le coup, à un moment donné, cette déconnexion, il va voir. Tu vois bien, on en a parlé moult fois, que la déconnexion des gens et surtout des jeunes par rapport au système, c'est fait par le 11 septembre. Oui. Complètement. Donc ça c'est clair. Tu le vois partout. Complètement. Ça c'est fait par les 11 septembre. Voilà. Donc on l'a vu à l'UPR. Je ne sais pas si tu as on parlait de l'UPR, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, quand j'ai été, on s'est connus, quand j'ai été aux universités d'été du PR, feu Éric Bosmary, paix à son âme, a consenti et même à avoir un duplex avec Thierry Messant, il s'est fait taper sur les doigts, et qu'on a vu toute cette assemblée vraiment lui faire une standing ovation à l'UPR. Complètement.